Vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et merci de suivre RTI 1. Hier jeudi, au Palais de la Présidence de la République, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils sont représentants de la Namibie, de Djibouti, du Pakistan, de l'Iran et du Japon. Le président Alassane Ouattara a également accordé une audience à un émissaire de l'Arabie Saoudite. Le groupe RTI, tout est prêt pour la retransmission du Massa sur ses chaînes. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan démarre demain samedi jusqu'au 12 mars prochain et 48 heures avant l'événement. Nos équipes ont achevé les installations pour que vous ne manquiez de rien du tout. Nous irons tout à l'heure au Palais de la Culture avec Issa Chonan Yeo. C'était déjà officieux, c'est désormais officiel. Le président français a enfin levé le voile. Emmanuel Macron est candidat à sa propre réélection. Hier jeudi, par une lettre adressée aux Français, il vient d'entrer dans sa campagne électorale, briguant un second mandat à l'Élysée. On en parle en fin de journal. On démarre ce 13h au Palais de la Présidence de la République où le chef de l'État a reçu hier les lettres de créance des ambassadeurs du Pakistan, de Djibouti, du Japon, de l'Iran et de la Namibie, tous nouvellement accrédités en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Jérôme Kofi Abolin. Ils sont au nombre de 5 qui ce jeudi se succèdent au palais présidentiel en vue de leur prise officielle de fonction comme ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Suivant l'ordre protocolaire, le premier d'entre eux a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara, et de Djibouti. C'est lui qui a l'honneur d'inaugurer l'ambassade de son pays qui vient de s'ouvrir à Abidjan. Concernant nos relations, elles sont excellentes. Comme le président de la République l'a rappelé. Et la volonté de nos autorités aussi, c'est de le diversifier et de le consolider et de secondo, de le diversifier à d'autres domaines prioritaires, notamment la formation, les échanges commerciaux et puis dans le domaine de la sécurité maritime. À l'instar du diplomate djiboutien, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran entend marquer un pas décisif dans le renforcement de la coopération entre les deux pays. Les relations entre la République islamique d'Iran et la Côte d'Ivoire remontent à environ un demi-siècle. Durant ma mission, j'essaie, avec le soutien de Monsieur le Président de la République, des autorités du gouvernement ivoirien, ainsi que mes collègues au ministère des Affaires étrangères, je pourrais franchir un pas efficace dans le sens de renforcement des relations entre les deux pays. Quant à l'ambassadeur du Japon, il indique que la consolidation des relations entre Tokyo et Yamoussoukro doit être au cœur de sa mission en Côte d'Ivoire. Entre les deux pays, les relations bilatérales sont très excellentes et très encourageantes. Et en ma qualité d'ambassadeur japonais, et pour travailler et pour consolider davantage les excellentes relations bilatérales qui existent entre les deux pays, pour que nos deux peuples se sentent plus proches. Le diplomate pakistanais, pour sa part, se dit aussi heureux d'être en Côte d'Ivoire pour assurer sa mission. Une mission qui, selon lui, va se faire sous la base de l'intensification de la coopération bilatérale en divers domaines, notamment au niveau de l'agriculture. Pakistan looks at Côte d'Ivoire with great admiration. Le Pakistan est un pays qui est attaché à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire nous inspire énormément. C'est dans ce cadre-là que nous espérons intensifier notre collaboration, surtout dans plusieurs domaines, comme l'agriculture, aussi coopérer dans la formation de l'agriculture, des banques et des entreprises financières. Nous souhaitons également intensifier notre collaboration dans le sens d'apporter notre expertise dans le contre-terrorisme en Côte d'Ivoire. La personnalité diplomatique qui boucle la boucle est une dame et elle est namibienne. Pour elle, sa mission va consister à écrire une page exemplaire de la coopération entre la Namibie et la Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire et Namibia are coastal states. Étant donné que la Côte d'Ivoire et la Namibie sont des pays côtiers, je vais travailler dans le sens à rapprocher davantage nos deux différentes entités portuaires. Je voudrais aussi m'appuyer sur le rapprochement des petites et moyennes entreprises et aussi rapprocher davantage nos deux chambres de commerce, étant donné que la majeure partie des acteurs de nos différentes économies sont dans le secteur tertiaire et incluant plus de femmes encore. Cela veut dire que j'ai beaucoup de travail à faire pour les rapprocher davantage. Je suis persuadé que, tout comme vos prédécesseurs, vous vous sentirez très vite chez vous, en raison de l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien et de la diversité culturelle de notre pays. Pour ma part, je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner dans la réussite des missions qui vous ont été confiées. Madame, Messieurs les ambassadeurs, la Côte d'Ivoire est en paix. Le climat politique est apaisé. Bien que la situation sécuritaire soit stable sur l'ensemble du territoire, en dépit des défis liés à la situation dans plusieurs pays du Sahel. Au regard de ces défis, la Côte d'Ivoire a décidé de réorganiser et d'augmenter de façon substantielle ses capacités opérationnelles pour faire face à la menace terroriste. Avant de quitter le palais présidentiel, l'ambassadrice de la Namibie ne se prive pas de recevoir les honneurs militaires, comme c'est le cas pour ses prédécesseurs pakistanais, japonais, iraniens et djiboutiens, à l'occasion de cette cérémonie de présentation des lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Ce qui n'est pas fortuit, c'est la coutume qui le veut ainsi. Un reportage de Jérôme Kofi Abolin avec la collaboration technique d'Assémant Ambroise et Frodo Célestin. À la suite donc des ambassadeurs, le président de la République a reçu un conseiller à la Cour royale. Un conseiller à la Cour royale de l'Arabie saoudite, Ahmed bin Abdulaziz Keitan, était porteur d'un message du roi au président Alassane Ouattara. On reste avec Jérôme Abolin. Un émissaire du roi d'Arabie saoudite reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Son nom, Ahmed bin Abdulaziz Keitan. Les entretiens entre lui et le président Alassane Ouattara ont eu lieu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Pour l'hôte du chef de l'État, c'est l'occasion d'évoquer une fois de plus les relations historiques entre l'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire. Il lui a transmis les salutations du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que les salutations de son Altesse royale, le prince héritier, Amir Mohamed ben Salman Al Saoud. Et j'ai transmis leurs souhaits à la Côte d'Ivoire de davantage de progrès et de stabilité. On a évoqué également les relations solides qui existent entre le Royaume d'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire. S'il plaît au bon Dieu, Monsieur le Président de la République rencontrera le serviteur des Saintes Mosquées, le roi Salman, en Arabie Saoudite, incessamment. Selon Ahmed bin Abdulaziz Keitan, cette rencontre est la deuxième du genre qu'il a avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et il en est très heureux. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir son deuxième centre de traitement du cancer et c'est Grand Bassam qui abritera les locaux. Cet autre centre de radiothérapie et d'oncologie médicale d'une capacité de 200 lits viendra ainsi soutenir le CNRAO dans cette lutte contre le cancer, une des principales causes de mortalité dans le monde. La pose de la première pierre s'est faite hier par le Premier ministre Patrick Hachi. Compte rendu, Alexis Ouedraogo. Une famille sur 8 en Côte d'Ivoire sera concernée d'ici 2030 par le cancer. À ce jour, le pays compte plus de 17 300 nouveaux cas chaque année, dont 11 500 décès. Face à ce tableau, le gouvernement est à la tâche, mettre en place les stratégies nécessaires à un meilleur contrôle de la maladie. Ce jeudi, le Premier ministre Patrick Hachi a posé la pierre du deuxième centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale à Grand Bassam.
Grand Bassam est en phase de devenir un pôle médical d'excellence. Après la mise en service du centre de Cocody en décembre 2017, ce nouveau centre d'une capacité de 200 lits sera bâti avec la Corée du Sud sur une superficie de 5 hectares avec un plateau technique à la pointe de la technologie. Je suis persuadé que ce projet permettra à la Côte d'Ivoire de faciliter l'accès aux diagnostics et thérapies pour le traitement des cancers, de rendre meilleure la qualité de vie de la population. Endoscopie, chimiothérapie, greffe de la moelle osseuse, le centre dont la durée des travaux est prévue pour 30 mois va améliorer les soins dispensés aux malades du cancer. Mais il faut se faire dépister. Un défi s'impose à nous, celui de convaincre nos concitoyens à se faire dépister précocement, fréquenter les centres de soins dès les premiers signes de la maladie, honorer et respecter les prescriptions médicales. C'est le lieu de lancer un appel aux laboratoires de l'industrie pharmaceutique dans le but d'obtenir une réduction substantielle des coûts des autres anticancéreux. Autre avantage de ce centre, la proximité des soins. Ce centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale qui va voir le jour contribuera à réduire la lourde facture des évacuations sanitaires qui, en plus des contraintes financières qu'elles font peser sur l'État et les familles, constituent une rupture du principe d'égal accès à tous aux soins de santé. Et le pays enregistre aux côtés de la lutte contre cette maladie plusieurs autres avancées sanitaires, notamment la gratuité ciblée pour les enfants de 0 à 5 ans, la prise en charge des femmes enceintes et mieux, l'amélioration de la disponibilité des poches sanguines dont le coût reste fixé à 3 000 francs CFA. La santé des populations constitue une priorité naturelle, absolue, du président de la République. Elle est au cœur de sa vision 2030 pour une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire. Elle est au cœur du plan national du développement 2021-2025 que notre gouvernement construit chaque jour. Cette volonté politique se traduit par la consolidation résolue du dispositif sanitaire de notre pays, en particulier dans le cadre de l'ambitieux programme hospitalier de plus de 800 milliards de francs CFA en cours de mise en œuvre. Le centre, qui se veut régional et continental, devra recevoir des patients venant d'autres pays africains. L'occasion pour Patrick Hachi d'en appeler à l'humanisme du personnel de santé. Cette infrastructure majestueuse qui sera ici d'ici quelques mois, qui aura les équipements techniques les plus modernes existants au monde, ne pourra pas donner plus aux citoyens que vos cœurs eux-mêmes. Recevoir les patients avec sourire, leur donner des explications calmement pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. On parle de cancer ici. C'est un mot qui effraie, c'est un mot qui fait peur. Ne regardez pas au quotidien uniquement les conditions, je dirais, de vos rémunérations ou le confort de vie que cela peut vous procurer, mais regardez cet aspect immatériel qu'on ne peut pas quantifier, mais qui est une richesse inouïe, qui est une prière en soi. Patrick Hachi a pour finir invité les populations à ne pas relâcher dans la lutte contre la Covid-19. Je vous en supplie, le Covid est toujours là, il n'a pas disparu. Et vous devez non seulement vous protéger, mais surtout protéger vos parents, vos populations, les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies, donc de comorbidité. Vous faire vacciner pas seulement d'une dose, mais de 2 doses. Parce que c'est la 2e dose qui fait le vaccin complet. Le cancer en chiffres dans le monde, c'est plus de 19 millions de cas chaque année, dont 10 millions de décès. Le cancer à lui seul donc est à l'origine de près de 10 millions de décès rien qu'en 2020. 2020, cette année-là où le monde a été terriblement secoué par une autre maladie, le coronavirus, qui a fait à ce jour 5,98 millions de morts. 5 nouveaux cas de Covid ont été recensés hier en Côte d'Ivoire, ce qui porte le nombre de cas actifs à 588. Depuis le début de la pandémie, le nombre de cas confirmés s'élève à 81 523 pour 794 décès. Vous pouvez appeler le 101 ou le 143 pour des informations. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que pour se donner des chances d'échapper au virus, il faut se faire vacciner. Et même vacciné, il
il faut continuer à appliquer les gestes barrières. La France est aussi frappée de plein fouet par cette maladie de Covid avec près de 136 000 décès, mais la pandémie n'a pas empêché la tenue cette année du Salon international de l'agriculture, un rendez-vous mondial qui a démarré le 26 février dernier. La Côte d'Ivoire, qui s'y trouve, a organisé à travers ses structures agricoles plusieurs conférences et panels pour présenter aux visiteurs ses atouts d'investissement. Depuis Paris, le reportage de Cheikh Kone Aboubakar. Le financement de l'innovation, c'est le panel présenté par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA à sa séquence de présentation à la 58e édition du SIA 2022. Devant un parterre de personnalités, de partenaires et d'acteurs des filières agricoles, cette institution de financement a expliqué son processus de diffusion et de ses innovations auprès de son public cible, les producteurs. On vous a montré plusieurs innovations, notamment celle qui a retenu beaucoup l'attention des uns et des autres, l'utilisation des drones dans le traitement des plantations de cotonniers, qui permet de faire des résultats beaucoup plus efficaces en peu de temps. En outre, l'utilisation des coques d'anacade pour la production de charbon à haute valeur énergétique a été présentée comme innovation à forte valeur ajoutée. Autre organisation agricole à se prêter à cet exercice, le Conseil coton anacade qui a présenté les opportunités de ces deux filières afin de mobiliser des investisseurs. On peut le constater dans les chiffres, en termes de production, chaque année nous enregistrons des progrès. Et en termes de productivité également, nous enregistrons des progrès chaque année. Et il nous reste un défi, le défi de la transformation, le défi donc de la valeur ajoutée. Et c'est à cette fin que nous sommes à ce salon, pour mobiliser des investisseurs, particulièrement européens, parce que les amandes se consomment principalement aux États-Unis, qui sont donc les premiers consommateurs, et j'allais dire l'Europe, qui est donc le deuxième client en termes de consommation d'amandes. Un appel entendu, un groupe européen s'est proposé d'installer une unité de transformation pour la valorisation des coques de cajou à Abidjan dans les prochains jours. La dernière organisation du jour est l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, qui a pris part à une conférence internationale sur le thème « Une banane plantain sans pesticides du champ à la locaux ». La banane plantain est une denrée très présente en Côte d'Ivoire, qui est beaucoup consommée. Et l'une de nos difficultés majeures, c'est la conservation. Comment faire en sorte que la banane soit disponible sur toute l'année pour pouvoir permettre à la population de consommer. C'est la problématique et je pense que cette conférence traite de cette problématique et c'est tout l'intérêt pour nous de faire en sorte qu'on ait des rudiments pour pouvoir aider les producteurs à mieux conserver la banane plantain pour pouvoir mieux la consommer sur toute l'année. Pour l'ANADER, cette recherche de partenaires aussi à 2022 vise à créer les conditions optimales de mise en œuvre de la deuxième génération du programme d'urgence du secteur de l'agriculture PURGA 2 dans son volet production vivrière. L'autre centre d'intérêt de cette agence nationale est la prospection d'entreprises spécialisées dans l'irrigation et la maîtrise de l'eau. Un reportage de Cheikh Kone, notre envoyé spécial à Paris, Expo Porte de Versailles. Venons-en maintenant à cet accord dénommé l'API entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. L'accord de partenariat économique intérimaire permet de garantir le libre accès des produits ivoiriens au marché européen et des produits européens au marché ivoirien. Les leaders communautaires viennent d'être instruits sur les tenants et les aboutissants de l'API, une action de la Convention de la société civile ivoirienne. Témoin pour RTI 1, Moussa Konaté. Son reportage à suivre dans nos prochains journaux. Laurent Tchagba, lui, est en ce moment en visite de travail à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le ministre s'y trouve pour s'assurer que les installations hydrauliques actuelles sont en très bon état et fonctionnelles. Après sa tournée dans la ville, il ressort qu'un renforcement des installations s'impose à l'heure qu'il est, mais il en faudra encore beaucoup plus à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, dont San Pedro accueillera quelques matchs. Sam Conan, reportage. Il faut le dire tout net, à San Pedro, l'eau ne coule pas suffisamment dans les robinets. Les populations éprouvent des difficultés, parfois, pour s'en procurer. C'est le cas de Joël Kofi, habitant du quartier Lac. Souvent, même, on vient d'utiliser à 2h du matin, l'eau de la nuit pour remplir la barre. Parce qu'ici, l'eau est réellement, l'eau ne savait même pas.
Dans la cité balnéaire, le taux de couverture en eau potable est de 45%. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a l'information. Il décide de visiter les installations de traitement d'eau pour se faire une idée. Le système classique produit 400 mètres cubes heure. Nous avons ajouté des unités compactes de production qui sont des sanifutures qui sont derrière nous. C'est l'ensemble qui nous permet d'avoir les 12 000 mètres cubes jour. Bon, or, aujourd'hui, San Pedro, on a besoin d'avoir environ 20 000 mètres cubes jour pour pouvoir donner de l'eau potable aux populations sans discontinuer. Avec ce déficit, il sera difficile pour San Pedro d'abriter des matchs de la CAN 2023. Un renforcement spécial des capacités s'impose, selon le ministre de l'Hydraulique. Il faut 400 mètres cubes jour pour prendre en compte les besoins de la CAN seulement. Si on ajoute au déficit, ça veut dire que le déficit se creuse. Mais compte tenu du fait que la CAN, c'est pour bientôt, nous allons renforcer la capacité de San Pedro de manière à tenir la CAN. Lorsqu'on va sortir de la CAN, on a le temps tranquillement de dérouler notre projet de Fayé, Gabiagui, San Pedro jusqu'à Bérébi. Il y a eu de bonnes nouvelles pour le district autonome du Bassa-Sandra. Des projets qui vont permettre de satisfaire toutes les populations en matière d'eau potable. Eh bien, on ne peut que s'en réjouir et dire merci au président de la République, merci au Premier ministre Patrick Achi et également à leurs collaborateurs, le ministre de l'Hydraulique qui, ma foi, est un grand défenseur de la cause de l'eau. Pour ce qui est de la qualité de l'eau dans les ménages, Laurent Tchagba souligne que tout sera mis en œuvre pour la garantie. Et en attendant la CAN 2023 à la grand-messe du foot, demain 5 mars, c'est la culture qui sera dans tous ses états. La culture et l'art à travers le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Ce programme de développement culturel des arts du spectacle africain est un événement d'envergure qui réunit nombre de pays sur une même scène. Un événement que vous pourrez suivre sur vos chaînes du groupe RTI, un peu comme si vous y étiez, un peu comme si vous étiez au Palais de la Culture. Nos équipes, elles, sont déjà sur place et elles sont prêtes. Issa Yeo. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI est le diffuseur officiel du Massa 12, marché des arts du spectacle d'Abidjan. À 24 heures du démarrage de l'événement, la RTI rassure. La RTI est prête, on dira que la RTI accueille l'Afrique et le monde culturel. Au niveau technique, donc, comme l'a dit lui-même le DG, c'est 4 régies qui ont été déployées. En termes de ressources humaines, c'est plus de 50 personnes donc, sur le terrain. Tout ce dispositif sera mis en place donc, voilà, sur du 5 au 12 pour pouvoir donner donc, ce contenu de qualité aux différents spectateurs, téléspectateurs donc, du Massa. Toutes nos chaînes seront aux couleurs du Massa. Donc sur RTI 1, vous aurez donc ce qui concerne donc, le conte et le théâtre. Sur la 2, on aura l'humour et le cirque. Sur la 3, on aura donc tout ce qui est danse, tout ce qui est concert. Et vous aurez la possibilité de suivre donc tous ces contenus sur nos supports digitaux. Les équipes du Massa et de la RTI sont à pied d'œuvre pour relever le défi de l'organisation. Toutes les installations sont déjà installées. Nous attendons plus que le public et nos différents festivaliers afin de réaliser un Massa exceptionnel pour cette édition. En termes de spectacle, nous prévoyons du beau, du grand, du gros. Et pour la cérémonie d'ouverture, le Massa a décidé d'offrir à toute la population le groupe Magic System en concert live. 150 000 visiteurs sont attendus pour ce Massa 12 au soir du 12 mars 2022. Plus d'une semaine après le début de l'invasion russe en Ukraine, la guerre éclair voulue par Vladimir Poutine n'a pas eu lieu. La capitale Kiev est encerclée mais n'est pas tombée. En revanche, les troupes russes sont parvenues à faire une percée dans le sud du pays en s'emparant de la ville de Kherson. La communauté internationale s'insurge contre cette guerre. La Russie subit les sanctions qui fusent de toutes parts. L'Assemblée générale des Nations unies demande un cessez-le-feu, mais en attendant, les bombes continuent de tomber sur l'Ukraine et les populations continuent d'en faire les frais, notamment les Africains. Crise en Ukraine, retour sur les faits avec Michel Digré.
Mercredi 2 février, l'Assemblée générale de l'ONU adopte à une majorité écrasante une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Sur les 193 membres de l'ONU, 141 pays ont approuvé le texte. 5 s'y sont opposés et 35 se sont abstenus. Cette résolution n'est certes pas contraignante, mais elle met la pression sur Moscou, comme l'a souligné le secrétaire général de l'ONU à l'issue du vote. Le message de l'Assemblée générale est fort et clair. Mettez fin aux hostilités en Ukraine maintenant. Faites taire les armes maintenant. Ouvrez la porte au dialogue et à la diplomatie maintenant. Pendant ce temps, en Ukraine, l'étau se resserre autour de Kiev. Des responsables ukrainiens ont confirmé la prise par l'armée russe de Kherson, la plus grande ville du Sud. En espace d'une semaine, la situation en Ukraine s'est dégradée à une vitesse éclair. Tout a basculé le lundi 21 février, après la déclaration de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des zones séparatistes pro-russes. Le président ukrainien réagit aussitôt. Nous sommes sur notre propre terre. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous ne devons rien à personne et nous ne donnerons rien. Le jeudi 24 février, le président russe déclare avoir pris la décision de lancer une opération militaire et donne ses raisons. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. La machine de guerre est en marche. Et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Le président français Emmanuel Macron bat en brèche cette théorie au cours de son adresse à la nation ce mercredi. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Dans tous les cas, l'armée russe est entrée en action en Ukraine depuis une semaine. Les réactions fusent du monde entier. Les sanctions économiques contre la Russie s'enchaînent. Nous avons convenu de cibler 27 individus et entités qui jouent un rôle pour miner ou pour menacer l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. Il y aura aussi des sanctions financières à l'égard de l'État russe par des dispositifs concernant des banques et concernant aussi le dispositif de financement de l'État russe, à la fois par des sanctions européennes et des sanctions américaines. Les populations, elles, se ruent vers les pays voisins pour fuir les balles. Le HCR, ce jeudi, recensait plus d'1 million de réfugiés sur son site internet. Parmi eux, des Africains victimes de discrimination. Ouais, quand on quittait l'Ukraine, ouais, tout était bien arrivé à la frontière en fait. Donc c'est à la frontière, il y avait bousculade, on dirait qu'on nous boudait, tout ça. On est là exposé dehors avec le froid qu'il y a ici. On ne nous donne toujours pas où nous abriter au fait. On est exposé avec le froid. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire ne reste pas les bras croisés. En première ligne, le ministère des Affaires étrangères. Nous avons mis en place une cellule de crise ici au niveau du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Et la chance que nous avons eue, c'est que quelques mois auparavant, un jour, j'ai reçu un message par WhatsApp de quelqu'un qui se présentait à moi comme étant le président des Ivoiriens vivant en Ukraine. Alors, le 23, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit comme ça qu'on leur a demandé de descendre dans les sous-sols. Alors là, je sentais que la panique commençait à les gagner. Donc, alors je lui ai demandé s'il était en contact avec ses autres amis. Parce qu'il m'a dit qu'ils avaient une organisation, lui il était le président national, et que dans chaque grande région, il y avait un président et son bureau. Donc le président était censé recenser tous les Ivoiriens qui vivaient dans sa zone, chaque président. Donc je lui ai dit de faire un message à tous les autres,
de s'enquérir des nouvelles de tous les autres, et puis qu'il fallait qu'ils maintiennent le contact, que si d'aventure il y avait quelque chose, ça allait être un canal pour qu'on puisse leur donner des instructions pour qu'ils soient en sécurité. Soucieux de la sécurité de ses concitoyens résidant en Ukraine, le président de la République, Alassane Ouattara, s'implique personnellement dans l'opération. Je voudrais très sincèrement saluer le leadership de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Parce que, effectivement, dès que la guerre a éclaté, je l'ai appelé. Je voulais même faire une communication en conseil. Il m'a dit non, quand il n'y a pas de communication en conseil, tu pourras la faire après pour une régularisation, mais je veux que tu me dises combien il faut et on envoie aussitôt les moyens pour venir en aide à nos compatriotes qui sont là-bas. Et ce qui fut fait. Sur instruction du chef de l'État, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, le général Philippe Mangou est mis en mission pour organiser l'évacuation des Ivoiriens vivant en Ukraine. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, la Côte d'Ivoire donne de la voix à travers son représentant permanent auprès des Nations Unies. La Côte d'Ivoire voudrait renouveler son plaidoyer en faveur d'un cessez-le-feu immédiat afin que s'engage sans délai le dialogue, instrument privilégié de résolution pacifique de tout différend, tel que préconisé par la Charte des Nations Unies. Ce jeudi, les parties ukrainiennes et russes devraient poursuivre le second round des pourparlers. Et en attendant, la ville de Kherson a été prise par l'armée russe. Celle de Mariupol est quasi coupée du monde et subit de nombreux bombardements. Il y a eu 33 morts à Tchernigiv et la centrale des Zaporizhzhia a été prise par les forces russes. Ukraine-Russie, récit d'une crise avec Michel Digré, le chef du service politique et actualité internationale ici à RTI 1. Mobilisé par cette guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a finalement officialisé hier sa candidature à un second mandat dans une lettre aux Français publiée sur les sites de quotidiens de la presse régionale. Il a attendu le dernier moment et c'est alors que les prétendants de la magistrature suprême ont jusqu'à ce vendredi 18h pour la formaliser auprès du Conseil constitutionnel. Macron fait un bond de 5 points dans les intentions de vote en 15 jours pour atteindre à 29% au premier tour de la présidentielle, loin devant Marine Le Pen et Éric Zemmour, selon un sondage. En revanche, pas besoin de sondage pour savoir que vous êtes sur la chaîne numéro 1 en Côte d'Ivoire. À demain, 13h.